Chapitre 2 d'Histoire, Démocratie et expérience totalitaire en Europe, 1919-1939. La Première Guerre mondiale prend fin en 1918. Mais cette crise a profondément changé l'Europe et de nouveaux problèmes apparaissent. Tous les pays ne sont pas touchés et ne réagissent pas de la même façon. Pourquoi? Tout d'abord, la fin de la Première Guerre mondiale porte en elle l'espoir d'une paix durable. La Première Guerre mondiale a traumatisé les esprits. En France, on parle même de der des der, la dernière des dernières. Et tout le monde veut que la paix soit durable et qu'une telle expérience ne se reproduise plus. Après un an de discussion, en 1919, plusieurs traités de paix sont signés. Ils changent complètement la face de l'Europe. Les anciens empires disparaissent. L'Autriche-Hongrie, l'Empire ottoman éclatent pour laisser place à de nouveaux pays comme la Pologne. La Russie et l'Allemagne perdent de nombreux territoires. L'Allemagne, par exemple, est coupée en deux. Et avec le traité de Versailles, justement, l'Allemagne est très durement traitée. Ses colonies sont confisquées. Son armée est limitée et elle doit verser des réparations à tous les pays vainqueurs, c'est-à-dire des sommes d'argent très importantes pour aider à la réparation des vainqueurs qui déclarent l'Allemagne la seule responsable de la guerre. Dans l'espoir d'éviter une nouvelle guerre, la Société des Nations est créée. Elle rassemble plus de 40 pays et souhaite résoudre les conflits par le dialogue. Mais ces moyens sont limités, ni les États-Unis, ni les pays vaincus, ni les colonies ne font partie de cette première organisation internationale. Cependant, juste après la guerre et à nouveau dans les années 1930, l'Europe traverse un certain nombre de crises. Après 1918, le retour à la paix est difficile. Les pays qui ont combattu sortent ruinés de la Première Guerre mondiale, endettés. De plus, beaucoup de destructions ont eu lieu, notamment en France à cause des bombardements. Deuxièmement, les anciens combattants de la guerre ont parfois du mal à retrouver leur place dans la société. Certains sont revenus blessés, amputés ou défigurés par les obus. On les appelle les gueules cassées. Enfin, les conditions de la paix ont été dures, comme on l'a vu pour les Allemands, et ils se sentent humiliés par ce traité de Versailles qu'ils appellent le diktat. Et dans la société allemande se développe un fort désir de revanche. Ces crises ressurgissent dans les années 1930, et elles sont différentes. En 1929, à partir d'un krach boursier à Wall Street, une crise économique éclate aux États-Unis. Et elle se développe partout dans le monde et parvient en Europe à partir de 1930. Les banques et les entreprises font faillite, le chômage de masse se développe. Dans de nombreux pays, l'extrême droite, souvent raciste, profite de la colère du peuple pour progresser. À côté de tous ces événements, un nouveau modèle de pays se met en place en URSS. Souvenons-nous, depuis la révolution de 1917, les communistes dirigent l'URSS. À la mort de Lénine en 1924, Staline va s'imposer comme son successeur et il va éliminer tous ses opposants. Il va ainsi dominer le Parti communiste qui est le seul parti autorisé. À partir de là, il va diriger le pays d'une main de fer, avec sa police politique, une police aux ordres du parti, donc aux ordres de Staline. Il envoie ses opposants, qu'ils soient opposants réels ou seulement soupçonnés ou dénoncés, il va les envoyer dans des camps de travail dispersés partout dans le pays, qu'on appelle le goulag. Seul au pouvoir, il veut accélérer la mise en place du communisme en URSS et il va ainsi imposer le contrôle de l'économie par l'État, notamment la mise en commun de toutes les terres des paysans, au prix de millions de morts. La société également est sous contrôle. Je vous renvoie pour cela au travail sur le développement construit fait sur votre cahier dans la leçon 3. À côté de ce nouveau modèle politique en URSS, le communisme stalinien, va en Allemagne se développer un phénomène appelé le nazisme. Comment est-il né? De nombreux Allemands reprochent à la République allemande qui a été créée en 1918, de les avoir trahis en signant le traité de Versailles, qui les a humiliés. De plus, la crise économique touche durement l'Allemagne. Il y a 6 millions de chômeurs. Et un personnage appelé Adolf Hitler va profiter de la situation. C'est un ancien combattant de la Première Guerre mondiale et il est devenu le chef du NSDAP, le Parti national-socialiste des travailleurs allemands, ou parti nazi, un parti d'extrême droite, raciste et antisémite. Et Adolf Hitler, à la tête de ce parti nazi, accuse les démocrates, les juifs, les communistes d'être responsables des problèmes de l'Allemagne. Sa manipulation du peuple et le soutien qu'il reçoit également des riches industriels, des riches allemands qui craignent une révolution communiste comme en Russie, fait que son parti progresse de plus en plus aux élections. Surtout après l'arrivée de la crise en Allemagne, le nombre de voix progresse après 1930. Ainsi, en 1932, le parti nazi devient le premier parti politique au Reichstag, le Parlement allemand. Ce qui fait que le 30 janvier 1933, il est nommé chancelier, c'est-à-dire chef du gouvernement, par le président de la République.
Très vite, sous prétexte de rétablir l'ordre, il va rapidement obtenir les pleins pouvoirs, quelques mois après. Puis le NSDAP devient le seul parti autorisé, c'est-à-dire que le Parti communiste, socialiste et autres partis sont interdits, et ses membres emprisonnés. Les élections vont ainsi être supprimées, et les opposants rapidement pourchassés également par une police politique qu'on appelle la Gestapo. La société allemande passe également sous contrôle des nazis. L'idéologie officielle est raciste et antisémite et avait diffusé à l'ensemble du pays. Je vous renvoie pour cela au travail des leçons 4 et 5. De nouveaux modèles politiques se développent donc en URSS et en Allemagne. Des modèles politiques aux idéologies opposées, mais assez proches dans leur façon de contrôler la société et l'économie. De son côté, comment la France résiste à la crise ? Comme les autres pays d'Europe, la France est confrontée à la crise économique de 1930. Sa production industrielle baisse, il y a donc des licenciements et donc du chômage. Elle est confrontée également à la montée de l'extrême droite. Le 6 février 1934, par exemple, des émeutes éclatent, faisant craindre une prise de pouvoir par des ligues racistes. C'est ainsi que 3 partis de gauche vont s'allier pour les élections. Parti socialiste et Parti communiste notamment. Ils vont s'allier pour les élections et promettre un programme social pour régler la crise. C'est ce qu'on appelle le Front populaire. Et ce Front populaire est victorieux aux élections de 1936. À la suite de cette victoire aux élections, des grèves éclatent par tout le pays pour soutenir le gouvernement et faire pression sur les entreprises qu'elles acceptent les réformes. Le chef de ce gouvernement, Léon Blum, va prendre de nombreuses mesures en faveur des travailleurs. Les accords de Matignon, par exemple, accordent une augmentation des salaires, vont garantir une plus grande liberté des syndicats, ces groupes qui représentent les salariés dans une entreprise. Puis, la semaine du travail est baissée à 40 heures, c'est la première fois qu'une loi limite le nombre d'heures de travail par semaine, et les premiers congés payés sont accordés. 2 semaines de congés payés, c'est la première fois dans l'histoire de France. Le Front populaire durera cependant peu de temps. Dès 1938, le gouvernement de Léon Blum sera renversé.